L'homme, n'étant point né seulement pour soi, ni pour son seul profit, nature lui a donné un instinct et inclination naturelle à aimer son semblable, et en l'aimant, tâcher de le secourir en ses affaires. Tellement que de cette mutuelle affection est venue cette loi, non écrite mais gravée en nos cœurs, soit-elle envers autrui que tu voudrais qu'on fût en ton endroit. De sorte que si quelqu'un n'était point de cette courtoisie, il est plutôt à nombrer entre les bêtes qu'entre les hommes usant de raison. C'est pourquoi je suis miré et reconnu par-dessus ceux de ma vacation et respecté par ceux mêmes qui ne me connaissent. Car il m'est loisible de parler ainsi, étant en l'âge où je suis. Vu que j'ai toujours eu cette charité gravée en mon âme, que la commodité de mon frère et mon prochain m'a été agréable, et qu'en toutes mes actions, je me suis efforcé de servir au public et témoigner à chacun quel je suis, ce que je sais, comme je l'entends, d'où je l'ai puisé et en quelle sorte je le pratique. Donc, de tout ce que j'ai vu et connu par l'espace du dit temps, j'ai fait une entière recollection, n'ayant rien épargné pour en tirer la moelle et pour éclaircir ceux qui viendront après nous, des choses non peut-être connues par ci-devant, ou si elles l'ont été, non si bien éclaircies qu'il était requis. Car les arts ne sont encore si accomplis qu'on y puisse faire addition. Ils se parfont et polissent par succession de temps. Ils s'éclaircissent par certaines définitions, divisions, démonstrations, préceptes et règles universelles. C'est lâcheté trop reprochable de s'arrêter à l'invention des premiers, en les imitant seulement à la façon des paresseux, sans rien ajouter et accroître à l'héritage qu'ils nous ont laissé, non pour le laisser devenir en friche, mais pour le cultiver et embellir, leur demeurant comme à père et auteur l'honneur de la première invention, mais à nous quelques petites portions de gloire pour l'enrichissement et illustration, restant à la vérité plus de choses à chercher qu'il n'y en a de trouver. Par quoi ne soyons si simples de nous reposer et endormir sur le labeur des anciens, comme s'ils avaient tout su ou tout dit, sans rien laisser à excogiter et dire à ceux qui viendront après eux. Venez après moi. Comment vont vos études, cher Erasme? Comme vous voyez, les muses me traitent assez mal. Je réussirais mieux si je pouvais obtenir quelque chose de vous. Parlez. Tout ce qui peut vous être utile, je suis prêt à le faire. Dites-moi seulement ce que c'est. Je suis persuadée que les sciences n'ont rien de si caché que vous ne possédiez à fond. Que ne dites-vous la vérité? J'apprends qu'il y a une espèce de méthode universelle par le secours de laquelle on peut, sans beaucoup de peine, acquérir toutes les sciences. Qu'entends-je? Avez-vous vu un livre qui en traite? Je l'ai vu, mais je n'ai fait que le voir, car je n'avais personne pour me l'expliquer. En combien de jours le titre de l'ouvrage promettait cette science universelle? En 14 jours. Voilà une magnifique promesse. Mais avez-vous vu quelqu'un que la méthode universelle ait rendu savant? Personne. Non. Jamais on en a vu. Et jamais on n'en verra que quand on verra quelqu'un s'enrichir par le moyen de l'alchimie. Je voudrais pourtant bien que cet art-là ne fût pas chimérique. Apparemment. Parce que vous êtes fâché d'acheter les sciences au prix de tant de sueur? Précisément. C'est le ciel qui l'a ordonné ainsi. Ces richesses du vulgaire, l'or, l'argent, les pierres précieuses, les palais, les couronnes même, il les donne quelquefois à des âmes basses qui ne les méritent point. Au contraire, les véritables richesses, les seules qui nous appartiennent en propre,
il a voulu qu'elles fussent le prix du travail. Et le travail qui nous procure un si grand avantage, doit-il nous paraître pénible? Quand nous voyons tous les jours tant de personnes se précipiter dans les plus affreux dangers, s'exposer aux plus cruelles fatigues pour acquérir des biens périssables et vils si on les compare à la science, et même qu'ils n'obtiennent pas toujours. Outre cela, le travail de l'étude ne laisse pas d'avoir ses douceurs quand on y est un peu avancé. Et vous-même, vous êtes aujourd'hui en état de vous épargner bien des peines. Comment cela? D'abord, efforcez-vous d'aimer les sciences. Ensuite, devenez-en l'admirateur. Comment cela se peut-il? En songeant à tous ceux qui se sont enrichis par le moyen des lettres, à tous ceux que les lettres ont élevés au plus grand crédit, aux plus grands honneurs, et en considérant combien il y a de différence entre l'homme et la bête. Vos avis sont excellents. Ensuite, apprivoisez votre esprit. Accoutumez-le à se fixer et à s'attacher aux choses dont on retire plus de fruits que de plaisir. Car ce qui est bon en soi a beau sembler dur au commencement, l'habitude le fait trouver doux. Suivant cette maxime d'Isocrate, que vous devriez écrire en lettres d'or à la tête de votre livre, si vous désirez savoir, vous saurez. J'ai assez de facilité à concevoir, mais j'oublie aussitôt ce que je viens d'apprendre. C'est-à-dire que vous êtes un tonneau percé. Vous avez à peu près deviné. Mais le remède? Il faut boucher le trou pour que rien ne se perde. Mais avec quoi? Ce n'est ni de la mousse ni du plâtre qu'il faut employer pour cela, mais du travail. Car les paroles, comme dit Homère, ont des ailes. Elles s'envolent aussitôt si le poids de les pensées ne les retient. Que votre premier soin soit donc de bien comprendre le sens de ce que vous lisez. Ensuite, méditez-le. Repassez-le en vous-même, de temps en temps. Si vous pouvez, une fois donc, vous rendre maître de votre esprit, répandu comme vous l'êtes dans la société d'hommes instruits, dont la conversation offre tant de bonnes choses à retenir, vous pouvez apprendre beaucoup avec peu de peine. Vous avez raison. Car, outre ce qu'on dit dans les repas, outre les conversations journalières, vous entendez toujours réciter après le dîner 8 bons mots choisis et tirés des meilleurs auteurs, et autant après le souper. Comptez maintenant quel produit cela peut vous faire par mois et par année. Un produit immense. Si je pouvais ne rien oublier. It remaineth, I speak of the language, of whom the Italian hath a proverb. I francesi non parlane come scrivene, non cantane come notene, non pensane come dicene. The French neither pronounce as they write, nor sing as they prick, nor think as they speak. In which first point they differ from the Latin, Italian, Spanish, Greek, who fully pronounce every letter of the word, whereas the French, who make his speech more smooth et courant, as he calls it, leaves out very many of his consonants. Yeah, that which Scaliger, by the report of Stephanus, of faith of the Greek tongue, that saith redundant, the same as we say of the French, that it is babillard, full of tit-tat, nothing so grave or ponderous as the Spanish, also stately as the Italian. Here, I think it cometh,
that they say commonly. But the French is a tongue d'amour, amorous. But the Spanish, de la guerre, warlike. And the Italian, de la courte, courtly. Much agreeing with this is that of Hénin, who, speaking of the battle of Agincourt, he saith, les Anglois nous ont souvent battus en... Qu'est-ce qu'il a dit? Les Anglois nous ont souvent vaincus en bataille, mais nous les avons vaincus en nos traites de paix. Sont belles et subtiles sont nos paroles et pleines de milliardises. The English have often overcome us in battles, but we have overcome them in our treaties of peace. So fair and subtle are our words, so full of enticing delicacy. Whereof it should seem a winning and persuading language. But that is only the opinion of themselves, who dotingly love their own tongue more than that of any other. Mon ami, d'où viens-tu à cette heure? De l'Alme, inclite et célèbre académie que l'on vocite Lutèce. Qui c'est dire? C'est de Paris. Tu viens donc de Paris, et à quoi passez-vous le temps, vous autres messieurs, au dit Paris? Nous transfétons la sécane au dilucule et crépuscule. Nous déambulons par les compites et quatre rivières de l'urbe. Nous despumons le verbocination laciale. Et, comme verissimiles amorabuns, captons la bénévolence de l'omnijuge, omniforme et omnigène sexe féminin. Et brun, qu'est-ce que veut dire ce folle? Je crois qu'il nous forge ici quelques langages diaboliques et qu'il nous charme comme enchanteurs. Seigneur, sans doute ce galant veut contrefaire la langue des Parisiens. Mais il ne fait que écorcher le latin et croit ainsi pindariser. Et lui semble bien qu'il est un grand orateur en français parce qu'il dédaigne l'usance commun de parler. Est-il vrai? Signor Messaire, mon génie n'est point apte, n'a à ce que dit ce flagitiose nébulon, pour escorier la cuticule de notre vernacule gallique. Mais vice-versement, je gnave, opère, et par velles et rames, je me hennite de l'ocuplété de la redondance natinicum. Et par Dieu, je vous apprendrai à parler, mais devant. Réponds-moi, dont es-tu? L'origine primaire de mes aves et ataves fut indigène des régions lémoviques. Urequies, le corporé de l'agiotate Saint-Martial. J'entends bien, tu es limousin pour tout potage et tu veux contrefaire le parisien. Or, viens ça que je te donne à tout pignan. Tu écorches le latin par Saint-Jean, je te ferai écorcher le renard, car je te écorcherai tout vif. Vicu gentilastro, Saint-Marcio, adjudami, leisa sacro, au nom de Dieu, et nemeto casbro. À cette heure parles-tu naturellement? Et ainsi le laissa,
car le pauvre Limousin conchiait toutes ces choses qui étaient faites à queue de merlu et non en plein fond. Saint-Alipantin, cornemie des basses, quelle civette! Au diable soit le mâcherabe tant il pue! Et ainsi le laissa. Mais ce lui fut un tel remords toute sa vie, et tant fut altéré qu'il disait souvent que Pantagruel le tenait à la gorge. Et après quelques années mourut de la mort Roland, se faisant la vengeance divine, et nous démontrant ce que dit le philosophe et Olugel. Il nous convient parler selon le langage usité. Et comme disait Octavian Auguste, il faut éviter les mots épaves en pareille diligence que les patrons de navires évitent les rochers de mer. Si l'on considère de quelle façon les hommes et les femmes produisent ce qu'ils savent, on jugera que les uns sont comme ces ouvriers qui travaillent aux carrières et qui tirent avec peine les pierres toutes brutes et toutes uniformes, et que les femmes sont comme des architectes ou des lapidaires habiles qui savent polir et mettre aisément en œuvre et dans leur jour ce qu'elles ont entre les mains. non seulement on trouve un très grand nombre de femmes qui jugent aussi bien des choses que si on leur avait donné la meilleure éducation, sans avoir les préjugés ni les idées confuses, si ordinaires aux savants. Mais même, on en voit beaucoup qui ont le bon sens si juste qu'elles parlent sur les objets des plus belles sciences comme si elles les avaient toujours étudiés. Elles s'énoncent avec grâce. Elles ont l'art de trouver les plus beaux termes de l'usage et de faire plus comprendre en un mot que les hommes en plusieurs. Et, si l'on s'entretient des langues en général, elles ont là-dessus des pensées qui ne se trouvent que dans les plus habiles grammairiens. Enfin, on remarque qu'elles tirent plus de l'usage seul pour le langage que la plupart des hommes ne font de l'usage joint à l'étude. L'éloquence est un talent qui leur est si naturel et si particulier qu'on ne peut le leur disputer. Elles persuadent tout ce qu'elles veulent. Elles savent accuser et défendre sans avoir étudié les lois. Et il n'y a guère de juge qui n'ait éprouvé qu'elles valent des avocats. Se peut-il rien de plus fort et de plus éloquent que les lettres de plusieurs dames sur tous les sujets qui entrent dans le commerce ordinaire ? Et principalement sur les passions, dont le ressort fait toute la beauté et tout le secret de l'éloquence. Elle les touche de manière si délicate et les exprime si naïvement qu'on est obligé d'avouer qu'on ne les sent pas autrement, et que toutes les rhétoriques du monde ne peuvent donner aux hommes ce qui ne coûte rien aux femmes. Les pièces d'éloquence et de poésie, les harangues, les prédications et les discours ne sont point de trop haut goût pour elles. Et rien ne manque à leur critique, que de les faire selon les termes et les règles de l'art. C'est un plaisir d'entendre une femme qui se mêle de plaider. Quelque embarras qu'il y ait dans les affaires, elle les débrouille et les explique nettement. Elle expose précisément ses prétentions et celles de sa partie. Elle montre ce qui a donné lieu au procès, par quelle voie elle l'a conduit, les ressorts qu'elle a fait jouer et toutes les procédures qu'elle a faites. Et l'on découvre parmi tout cela une certaine capacité pour les affaires que les hommes n'ont point. Dans les récits que font celles qui ont un peu d'esprit, il y a toujours avec l'ordre je ne sais quel agrément qui touche plus. Elles savent discerner ce qui est propre ou étranger au sujet. Démêler les intérêts. Désigner les personnes par leur propre caractère. Dénouer les intrigues et suivre les plus grandes comme les plus petites quand elles en sont informées. Combien y a-t-il eu de dames et combien y en a-t-il encore qu'on doit mettre au nombre de savants, si on ne veut pas les mettre au-dessus? Le siècle où nous vivons en porte plus que tous les siècles passés. Et comme elles ont égalé les hommes, elles sont plus estimables qu'eux pour des raisons particulières. Il leur a fallu surmonter la mollesse où on élève leur sexe. Renoncer au plaisir et à l'oisiveté où on les réduit.
vaincre certains obstacles publics qui les éloignent de l'étude. Et se mettre au-dessus des idées désavantageuses que le vulgaire a des savantes, outre celles qu'il a de leur sexe en général. Elles ont fait tout cela. Et soit que les difficultés aient rendu leur esprit plus vif et plus pénétrant, soit que ces qualités leur soient naturelles, elles se sont rendues à proportion plus habiles que les hommes. Aux études choisies sont pour commencer la profondeur de celle où tu veux exceller. Puisqu'on t'a reçu docteur en faculté, sois théologien si tu veux pour la forme, mais cherche aussi l'ultime fin de tous les arts et consacre ta vie aux œuvres d'Aristote. C'est toi qui m'as séduit, aimable analytique. Discuter bien serait le but de la logique, et cet art n'offrirait de miracle plus beau. Cessons d'étudier, tu l'as touché, ce but. Pour ton esprit, ô Faust, il faut un sujet plus ample. Écoute en Galien. Faust, deviens médecin. Entasse les écus. Rends éternel ton nom par merveilleuse cure. La santé de nos corps, le but de la médecine. Voyons, Faust, ce but-là, tu l'as atteint déjà? Tes penus propos font de nouveaux aphorismes. En souvenir au mur pendent des ordonnances pour avoir épargné la peste à tant de cités, soulagé de 1000 maux dont on désespérait. Pourtant, tu n'es que Faust encore, et rien qu'un homme. Ah, si tu muais l'homme en un être immortel, si mort, par ton savoir, tu le ressuscitais, cette profession mériterait l'estime. Adieu la médecine. Oui, Justinien?
Ex hereditare filium non potest pater nisi. Et voilà tout le sujet des institutes et du corps de la loi dans l'univers entier. Cette étude est le fait de quelques mercenaires dont le labeur s'attache à de la menuaille. Trop servile pour Faust et trop peu libéral. Quand tout est dit, le mieux est la théologie. La Bible de Jérôme. Ah! Regardons-la bien. Du péché, la mort et le salaire. C'est dur. Si nous disons « en nous, point de péché », nous nous trompons. En nous, point de véracité. Alors, parbleu, on ne peut que pécher, et donc il faut mourir. Hélas, il faut mourir d'une mort éternelle. Étonnante doctrine. Que c'est là. Advienne que pourra. Va-t'en théologie. Le ciel est en vous. Livres, kabbalistiques, œuvres des nécromants et des magiciens, signes, cercles et traits, lettres et caractères. Voilà ce que Faust avant tout veut connaître. Oh. C'est un univers de joie et de profit, d'honneur et de pouvoir, bien plus d'omnipotence que promet la magie aux chercheurs studieux. Tout ce qui se déplace entre les pôles fixes à Faust obéira. L'empereur et le roi commandent seulement chacun dans son état. Nul d'eux ne fend la nuit, ni ne déchaîne le vent. Son domaine, à celui qui l'emporte en cet art, s'étendra aussi loin que va l'esprit de l'homme. Un bon magicien est comme un dieu tout-puissant, donc Faust, par ton cerveau puissant, deviens un dieu. Considérant souvent à part moi avec quelle véhémence l'esprit de l'homme se transporte au désir du bien, je demeure étonnée de voir que tous tendant haïssent celui
si peu que merveilles y atteignent. La cause d'une si grande erreur, à mon jugement, n'est autre que tous désirant ce qu'ils jugent être le bien, le nombre de ceux qui, en après, s'attaquent au vrai bien et non à l'apparent, est très petit. Le vrai bien de l'homme ne gît pas en choses transitoires et corporelles, mais en intellectuelles et stables, qui orne celle partie de l'homme qui est la principale et par laquelle il est l'homme, qui est l'entendement, l'objet et ornement duquel ne sont pas la pécune, joyaux, ni quelconque chose visible, mais les sciences et connaissances des arts libéraux. Celles-ci sont les vraies et permanentes richesses de l'homme. Or, si les sciences sont les vrais biens et richesses de l'homme, les livres qui nous les conservent peuvent à bon droit être nommés trésors. Or, si les sciences sont les vrais biens et richesses de l'homme, si en un livre se trouve si grande richesse, que dirons-nous d'une librairie où seront plusieurs milliers de livres? Se peut-il au monde de trouver chose plus précieuse? Il n'est donc action plus royale et plus digne d'immortalité que d'amasser en un lieu les livres épars, çà et là en danger d'être perdus sans aucun remède. Ptolémée Philadelphe n'employait les finances, quoique très amples, guère ailleurs qu'à amasser de toutes parts du monde des livres d'auteurs excellents en quelconque profession et langue, que ce fut, et par tel moyen, s'acquit renom immortel, dressant celle sienne tant prisée librairie d'Alexandrie, où, à ce qu'on dit, se trouvaient 700 000 volumes, ô roi, dignes d'éternelle mémoire. Mais, néanmoins, en si grande louange, s'il faut-il que je blâme la vaine ambition d'aucuns d'entre eux, qui, pensant leur librairie en plus d'estime, sans en permettre aucune connaissance que de l'ouïr dire, ne voulurent donc souffrir qu'elles fussent communiquées à plusieurs, dont advint que leur zèle indiscret apporta par laps de temps l'anéantissement de leurs livres, qui servirent de pâture à vers et enfin d'aliment au feu, en lieu de bonne et solide nourriture aux subtils esprits humains qui ne vivent que de la substance immortelle des sciences. Je me suis souvent dépitée en mon enfance de voir comédies italiennes toujours un pédant pour badin, et le surnom de magistère n'avoir guère plus honorable signification parmi nous. Je crois que ce mal vient de leur mauvaise façon de se prendre aux sciences, et qu'à la mode de quoi nous sommes instruits, il n'est pas merveille si ni les écoliers ni les maîtres n'en deviennent pas plus habiles, quoi qu'ils s'y fassent plus doctes. Nous ne travaillons qu'à remplir la mémoire, et laissons l'entendement et la conscience vides. Nous savons dire, Cicéro dit ainsi, voilà les mœurs de Platon, ce sont les mots même d'Aristote. Mais nous, que disons-nous nous-mêmes? Que jugeons-nous? Que faisons-nous? Autant on dirait bien un perroquet. Et comme font aussi ceux desquels la suffisance loge en leur somptueuse librairie. J'en connais un à qui, quand je demande ce qu'il sait, il me demande un livre pour le montrer et n'oserait me dire qu'il a le derrière galeux s'il ne va pas sur le champ étudier en son lexicon que c'est que galeux et que c'est que derrière. Nous prenons en garde les opinions et le savoir d'autrui, et puis c'est tout. Il faut le faire nôtre.
nous semblons proprement celui qui, ayant besoin de feu, en irait quérir chez le voisin et, en y ayant trouvé un beau et grand, s'arrêterait là à se chauffer, sans plus se souvenir d'en rapporter chez soi. Que nous sert-il d'avoir la panse pleine de viande si elle ne se digère, si elle ne se transforme en nous, si elle ne nous augmente et nous fortifie? Now, therein of all sciences, I speak still of humane, and according to that humane conceit is our poet, the monarch. Ainsi donc, de toutes les sciences, je parle là des humaines, et selon la conception humaine, notre poète est-il le monarque? For he doth not only showeth the way, but giveth so sweet a prospect into the way. Car non seulement montre-t-il le chemin, mais il en offre une perspective si douce que chacun sera tenté de s'y engager. As if your journey should lie through a fair vineyard, at the very first, give you a cluster of grapes. En effet, et il vous propose d'emblée, comme si votre voyage devait traverser un beau vignoble, une grappe de raisin. That, full of that taste, you may long to pass further. Afin que, savourant cette plénitude de saveurs, vous ayez le désir de poursuivre votre chemin. He beginneth not with obscure definitions, Il commence non pas avec des définitions obscures, which must blur the margin with interpretations, qui brouillent la marge avec des interprétations or load the memory with doubtfulness. et encombrent l'esprit avec des doutes. But he cometh with you, with words set to a delightful rhythm. Mais il vient vers vous avec des mots agencés dans des proportions admirables, Either accompanied with, or prepared for the well-enchanting skill. soit accompagné par, soit préparé pour la facture enchanteresse de la musique. And with a tale forsooth, he cometh unto you. Et avec un conte, en vérité, il vient à vous. With a tale which holdeth children from play, and old men from the chimney corner. Avec un conte qui détourne les enfants de leur jeu et les vieillards du coin du feu. And, pretending no more, he doth intend the winning of the mind from wickedness to virtue. Et qui, sans prétendre à autre chose, vise à éloigner l'esprit du mal vers la vertu. Even as the child is often brought to take most wholesome things by hiding them in such other as have a pleasant taste. Tout comme l'enfant est amené à avaler les choses les plus saines dès lors qu'elles sont cachées dans d'autres qui ont un goût agréable. Which, if one should begin to tell them the nature of the aloes or rhabarbrum they should receive, Alors que si nous commencions à lui parler de la nature de l'aloès ou de la rhubarbe qui doit lui être administrée, il préférerait prendre son remède par les oreilles que par la bouche. that being suggested of this, he would rather take his physic at the ears than at the mouth, Il en est ainsi des hommes, so as it is in men. dont la plupart sont des enfants, pour toutes les meilleures choses, jusqu'à ce qu'ils reposent dans le berceau de leur tombe. Most of which are childish until they be in the best of things, until they be cradled in their graves. Ils se réjouiront d'entendre les histoires d'Hercule, d'Ajax, de Cyrus ou d'Énée. Glad they will be to hear the tales of Hercules, Achilles, Cyrus, Aeneas. Et les entendant, ils entendront nécessairement une description juste de la sagesse, du courage et de la justice. And hearing them must needs hear the right proportion of wisdom, value, and justice. Qui, si elle leur avait été exposée dans leur nudité, c'est-à-dire philosophiquement, Which if it had been barely, that is to say, philosophically set out, they would swear they'd be brought to school again. ils eussent cru qu'on les avait renvoyés à l'école.
La première chose qu'il fit, étant de retour du collège et ayant appris à faire des arguments, ce fut de donner des démentis en forme à son père et à sa mère et de les contredire quand même ils étaient de son opinion, de peur qu'on ne crût qu'il fût de la leur. Le consentement à quoi que ce soit ne lui sembla pas être de la dignité d'un philosophe et il s'imagina que surtout, il fallait s'éloigner du sens commun parce qu'il ne faut rechercher que les choses rares. Le mot de commun le dégoûta si fort de celui de sens que dès lors il se résolut à n'en avoir aucun et de laisser cette qualité vulgaire aux personnes médiocres. S'étant ainsi défait de la principale pièce de l'esprit humain, il prit dans la science le plus incroyable pour le plus beau. Les mauvais sophismes, qui sont les jouets des écoliers, étaient les armes de ce docteur. Il en attaquait ses meilleurs amis à table, en conversation, dans l'église et jusqu'au pied des autels. Les ridicules subtilités étaient proposées par lui sérieusement et avec une gravité de consul romain. Tantôt, il voulait prouver que la neige était noire, quelquefois que le feu n'était pas chaud, et souvent que son père avait des cornes et que sa mère avait de la barbe. « Vous avez, leur disait-il, ce que vous n'avez pas perdu. Vous n'avez pas perdu des cornes ou de la barbe, vous en avez donc. » Il ne céda jamais à la mauvaise fortune et de quelque disgrâce que le monde le mortifia, il conserva toujours la fierté qu'il avait apportée de l'école. Dans le bouge où il était logé, il ne parlait que de l'empire naturel du sage, que de la souveraineté de la raison, que de la toute-puissance du syllogisme. Son pauvre esprit, que le latin gâta et que le grec acheva de perdre, ne se raccommoda pas dans la logique. Ce fut elle qui le mit au nombre des incurables et hors d'espérance de tout salut. Elle entra dans la tête par la brèche et la renversa du premier effort et de ses simples prolégomènes. Depuis ce temps-là, il n'employait l'art de raisonner qu'à défendre sa folie et ne se servit de l'usage de la parole que pour n'être entendu de personne. La belle chose que ce serait si on avait trépané cette grosse tête et qu'on eût pu en découvrir les raretés par une seconde brèche, la première, à mon avis, devant être maintenant fermée. On y verrait une guerre intestine et perpétuelle, un tumulte et une sédition qui n'est pas imaginable, de langues, de dialectes, d'art, de sciences, etc. Là-dedans, le punique heurte le persan, l'hébreu choque l'arabique, pour ne point parler de la mauvaise intelligence du latin avec le grec. Là-dedans, les vers combattent la prose, la tradition s'oppose à l'histoire, les fables étouffent la vérité. Là-dedans, les rabbins querellent les philosophes se brouillent ensemble, la physique incommode la morale. Les autres connaissances se pressent et s'embrassent, elles veulent toutes sortir à la fois. Tout se souille, tout se corrompt dans cette tête. Il l'appelle néanmoins cette tête le Capitole de l'intelligence et l'Acrocorinthe de la doctrine. Quoiqu'il fût mieux de l'appeler en termes plus simples l'égout de l'université et le bourbier où tombent les livres.
j'écris en langue maternelle et tâche à la mettre en valeur, afin de la rendre éternelle, comme les vieux ont fait la leur. Et il soutient que c'est grand malheur que son propre bien méprisé pour autrui favorisé. Longtemps y a qu'elle est connue et est déjà la bienvenue en Angleterre et en Espagne. Puis, si en l'honneur on se baigne, mieux vaut être ici des meilleurs que des médiocres ailleurs. C'est une chose assez fâcheuse que de ne savoir point la langue d'un pays où l'on doit vivre quelque temps. Car outre qu'on ne peut entrer dans les sociétés agréables ni être d'aucune partie de divertissement, on se trouve à toute heure dans d'étranges embarras faute de se faire bien entendre et d'entendre bien les autres. Pour moi, comme je suis toujours dans le dessein de voyager, si j'avais quelque chose à demander à Dieu pour la commodité de la vie, je crois que je lui demanderais le don des langues. Je craindrais que si je venais à parler tant de sortes de langues, on ne me prit dans le monde pour un possédé. Au moins, vous serez bien aise que toutes les langues fussent réduites à une seule et que tous les peuples s'entendissent comme nous nous entendons et comme ils s'entendaient autrefois. Je n'en serais pas fâchée pourvu que notre langue fût cette langue universelle et que toute la terre parlât français. Vous avez raison de prendre ce parti-là, car parlant aussi bien que vous faites, vous perdriez trop si l'on ne parlait plus calmement ou bas breton. Mais vous n'avez rien à craindre de ce côté-là. Vous devez plutôt espérer que vos souhaits seront un jour accomplis. On parle déjà français dans toutes les cours de l'Europe. Tous les étrangers qui ont de l'esprit se piquent de savoir le français. Ceux qui haïssent le plus notre nation aiment notre langue. Dans le pays où nous sommes, les personnes de qualité en font une étude particulière jusqu'à négliger tout à fait leur langue naturelle et à se faire honneur de ne l'avoir jamais apprise. Les dames de Bruxelles ne sont pas moins curieuses de nos livres que de nos modes. Le peuple même, tout peuple qu'il est, étant cela du goût des honnêtes gens, il apprend notre langue presque aussitôt que la sienne, comme par un instinct secret qu'il avertit malgré lui qu'il doit un jour obéir au roi de France comme à son légitime maître. C'est une chose fort glorieuse à notre nation que la langue française soit en vogue dans la capitale des Pays-Bas avant que la domination française y soit établie. La langue latine a suivi les conquêtes des Romains, mais je ne vois pas qu'elle les ait jamais précédées. Les nations que ces conquérants avaient vaincues apprenaient le latin malgré elles, au lieu que les peuples qui ne sont pas encore soumis à la France apprennent volontairement le français. La gloire du roi y contribue peut-être autant que celle de ses prédécesseurs. Les langues suivent d'ordinaire la fortune et la réputation des princes. Les heureux succès de Charles Quint firent que de son temps, les beaux esprits d'Italie apprirent l'espagnol et les grandes qualités de François Ier rendirent célèbre la langue française lorsqu'elle était encore à demi barbare. Que doit faire présentement pour une langue polie et parfaite la grandeur d'un monarque comme le nôtre, qui réunit en sa personne le bonheur de Charles Quint et le mérite de François Ier. Mais pour revenir à ce que je disais, il n'y a guère dans le
pays. Il n'y a guère de pays dans l'Europe où l'on entende le français. Et il ne s'en faut rien que je vous avoue maintenant que la connaissance des langues étrangères n'est pas beaucoup nécessaire à un Français qui voyage. Où ne va-t-on point avec notre langue? C'est lui donner des bornes trop étroites que de la renfermer dans l'Europe. Elle accourt parmi les sauvages d'Amérique et parmi les nations de l'Asie les plus civilisées. Une lettre écrite d'Ispahan porte en termes exprès que la proposition qui a été faite depuis peu au roi de Perse par les ambassadeurs de notre incomparable monarque pour l'établissement du commerce entre ce royaume-là et la France fait que les Persans étudient le français avec une ardeur incroyable. Je ne sais même si les Chinois et les Japonais ne l'étudient pas aussi depuis qu'il y a des Français parmi eux. Quoi qu'il en soit, si la langue française n'est pas encore la langue de tous les peuples du monde, il me semble qu'elle mérite de l'être. Car elle a bien considéré dans la perfection où elle est depuis plusieurs années. Ne faut-il pas avouer qu'elle a quelque chose de noble et d'auguste, qu'il égale presque à la langue latine, et la relève infiniment au-dessus de l'italienne et de l'espagnol, les seules langues vivantes qui peuvent raisonnablement entrer en concurrence avec elle. Venons-en maintenant à la dernière cause de la ruine des sciences, livres et librairies, qui vient toutes des princes. Parce que s'ils se délectent des lettres, favorisant les hommes lettrés et les attirant à soi par honneur et bienfait, et ayant empris les doctes-livres, on voit le royaume se remplir de gens lettrés, tous les jours s'écrire de très doctes livres, toutes les belles sciences fleurir et tous chercher à l'envie d'offrir à son prince ouvrage de grande érudition en toute manière, comme don à lui très agréable. Au contraire, les princes s'adonnant à autre chose qu'à science. Les hommes lettrés abandonnent soudain ces pays, ou laissant leur première profession, s'adonnent à une autre dont ils puissent vivre. Et parce que, quelques siècles avant celui-ci, cette influence a couru, autrement on ne sait comment l'appeler, que presque tous les princes ont été ignorants, ne faisant qu'à de lettres ni de lettrés, desquels aussi il n'y en avait point au monde, de là est venu que personne ne s'est adonné aux sciences libérales, ne tâchant qu'au profit. Or, les arts, étant les arts libéraux en voie de perdition, et les hommes d'éternel silence, voici que Dieu, par souveraine providence, comme il a accoutumé de faire en cas désespéré, envoya le remède. Déjà, par toute l'Italie se faisait guerre ouverte à la barbarie, à la sophistiquerie et à l'ignorance. Mais ayant les lettres si bon succès en Italie, pour entièrement chasser du monde les ténèbres de l'ignorance, voici que Dieu inspira en la pensée de Jean Gutenberg le vrai remède qui ne pouvait procéder d'ailleurs que du ciel, ce fut l'art de l'imprimerie. L'imprimerie se trouve partout. Instrument propre pour communiquer si grand bien au monde. Lequel, encore qu'il puisse apporter grande utilité, si voyons-nous néanmoins en réussir grand dommage. Car les libraires étant multipliés en grand nombre, la plupart desquels idiots et grossiers, ayant le gain et l'argent en plus de recommandations que la loyauté,
De là advient que, n'entendant et ne pouvant faire choix des bons livres, ils sont comme l'âne à la lyre. Et s'il advient que par autrui ils en soient informés, ne pouvant ou ne voulant entrer en dépense pour recouvrer copies et les faire dresser, craignant qu'elles ne soient de longue vente, ils n'impriment seulement que livres de peu de fruits, petits livrets débats avec 1000 corruptions, les ornant de magnifiques titres, à la mode des taverniers, qui, pour dépêcher un mauvais vin, mettent à l'entrée du cabaret tant de belles montres. D'abondant, y a-t-il chose qu'ils n'entreprennent à prix d'argent? Ils impriment des livres farcis de toute impudicité, chansons, sornettes, libelles diffamatoires, falsifient vieux livres, en spécial livres ecclésiastiques, si n'entends-je pourtant en vouloir à tous. Car il y en a encore de bons qui mettent tout soin, industrie et faculté à imprimer livres utiles au monde. À présent, si par ce que dit est, le monde se voit tout renouvelé et abondant en tous bons esprits. Ce sont en bref tellement multipliés d'excellents écrivains et de tout bons livres qu'il semble désormais que nous n'ayons plus besoin d'emprunter d'autrui aucune science, les ayant toutes chez nous, peut-être en meilleure forme, au moins mieux à notre goût et plus aisées à être apprises de nous. Aussi, il n'y a paysan si grossier, si simple, femmelette, qui ne discourt sur diverses matières aussi à propos que le faisaient par le passé nos docteurs. Ce qui vient des bons livres qui, aujourd'hui, sont à chacun en main. Et je vous invite maintenant à vous asseoir. Asseyez-vous, je vous entends. On va bientôt commencer. C'est un apéro là? Oui, je vous en prie, asseyez-vous. Bien, installez-vous confortablement, j'espère que tout le monde nous entend. Vous êtes bien? Tout le monde a son hôtel? Réservation des restaurants, vous avez trouvé facilement? Très bien. Messieurs, Oh. et mesdames, mesdames et messieurs, une institution dont le principal but est de rapprocher et de resserrer les nœuds qui devraient unir les différents ordres des citoyens, n'a pas sans doute besoin d'autres titres pour se rendre recommandable à la société. Mais si ce même établissement peut rassembler une foule d'autres avantages, si l'on doit raisonnablement se flatter qu'il contribuera puissamment à éveiller dans cette grande ville le goût des sciences et des lettres, à exciter l'émulation des artistes, à découvrir, à faire éclore des talents qui demeureraient comme ensevelis, enfin, à restituer aux mœurs leur antique pureté, en écartant la jeunesse de ses plaisirs frivoles et souvent même dangereux. Est-il un ami de l'humanité qui ne se fasse un devoir de concourir à cet heureux ouvrage pour en assurer le succès? Et de répondre aux vues du patriote zélé à qui nous sommes redevables d'une idée si utile? Ce n'est point ici le lieu de s'étendre sur l'utilité des sciences et des lettres. Il nous suffira de dire que les premières démarches que les hommes firent pour former des sociétés régulières furent l'effet d'un commencement de lumière et de connaissance, et qu'à proportion que les sociétés policées se sont étendues, ces connaissances et ces lumières ont dû nécessairement s'accroître par la multiplication des besoins et par la communication des idées.
Nous pouvons donc mettre en principe que la science considérée en elle-même, et sans avoir égard à ses espèces ni à ses degrés, est pour ainsi dire l'élément originel, l'élément essentiel de la civilisation, on me permet ce terme. D'où il est naturel de conclure que les sociétés civilisées se perfectionnent à mesure qu'elles s'éclairent. Avouons donc avec satisfaction que les gens de lettres ont un droit incontestable à la reconnaissance de leurs contemporains, et même à celle de la postérité, quand ils sont assez heureux pour lui transmettre des instructions utiles. Combien les associations des gens de lettres sont utiles. C'est dans leur sein que s'anime cette émulation vivifiante, sans laquelle la terre ne tarderait pas à se replonger dans son ancienne barbarie. Elles établissent des liaisons heureuses entre tous ceux dont le concours est nécessaire pour la propagation de la science. Liaisons d'autant plus nécessaires que nos connaissances dérivent toutes les unes des autres et qu'elles se tiennent immédiatement pour ne former qu'une même chaîne. Je vous remercie. Maintenant, il y a un débat.